mon voyage n'a pas commencé comme prévu. Un jeudi et un vendredi, je devais me rendre à une conférence à Denver, mais il n'y a pas eu les adieux chaleureux habituels. Ma femme, Emily, prenait généralement une demi-journée de congé pour rendre mon départ spécial, mais cette fois, elle m'a juste fait un rapide bisou sur la joue avant de se précipiter au travail. Pour vous donner un peu de contexte, je suis John, 50 ans, et je suis marié à Emily depuis 25 ans. Nous avons 2 enfants, Ben, 23 ans, et Grace, qui vient d'avoir 21 ans. J'ai commencé mon voyage à 14h30, quittant mon travail et me dirigeant directement vers l'aéroport. J'aime arriver tôt pour mon vol de 18h pour éviter le stress de la précipitation de dernière minute. Tout semblait bien se passer pendant que j'attendais l'annonce du vol. Cependant, la chance n'était pas de mon côté cette fois-ci. Le vol pour le Colorado a été retardé en raison du mauvais temps et d'une tempête de neige imminente. Après un retard de 45 minutes, nous avons finalement embarqué dans l'avion. Environ 30 minutes après le décollage, j'ai remarqué que l'avion effectuait un léger virage vers la gauche. Au début, j'ai pensé que c'était une correction mineure de cap, mais il est vite devenu évident que nous faisions demi-tour. Le pilote a confirmé qu'en raison de la forte tempête de neige, l'atterrissage à Denver était impossible et que nous devions retourner à notre aéroport de départ. Une fois de retour sur la terre ferme, j'ai couru au comptoir d'enregistrement de la compagnie aérienne pour réorganiser mes plans de voyage pour le lendemain matin. Heureusement, j'ai réussi à obtenir l'un des derniers sièges disponibles sur le prochain vol. Malgré le fait d'avoir manqué la conférence, j'étais déterminé à arriver. Alors que je m'installais, une étincelle d'espoir s'est allumée, mais mes projets restaient incertains. J'ai appelé mon contact à Denver pour l'informer du retard et j'ai laissé un message détaillé sur le répondeur de mon patron. Sentant l'anxiété monter, j'ai décidé d'appeler la maison, espérant entendre la voix réconfortante d'Emily. À ma consternation, elle n'a pas répondu, et la maison était plongée dans l'obscurité, sans sa voiture dans l'allée. Laissant mes bagages dans la voiture, je suis entré prudemment dans la maison. Le son de voix provenant du salon m'a surpris, mais il s'est avéré que la télévision était restée allumée. Cette constatation m'a conduit à une conclusion inquiétante, Emily était rentrée du travail, et je me souvenais clairement avoir éteint la télévision avant de partir. Rendant la télévision silencieuse, j'ai cherché le moindre signe d'elle, mais je n'en ai trouvé aucun. Anxieux, j'ai composé son numéro de portable. Lorsqu'elle a finalement répondu, sa voix était chaleureuse alors qu'elle me demandait où j'étais, une question qui était devenue une partie routinière de notre mariage, maintenant teinte d'un étrange mélange d'inquiétude et de curiosité. Elle a affirmé être à la maison en train de regarder des émissions de télévision. Pendant qu'elle parlait, la fatigue de mon long voyage a commencé à me gagner. Tout ce que je voulais à ce moment-là, c'était être avec ma femme, chercher du réconfort dans sa présence et partager quelques moments intimes, ne serait-ce que pour un court laps de temps. Malgré le retard du vol, je m'accrochais à l'espoir de passer quelques heures joyeuses inattendues dans le confort de notre propre lit. Cependant, en quelques secondes, la joie d'être à la maison a été éclipsée par un profond sentiment d'incertitude. Au lieu d'anticiper un câlin chaleureux de la femme que j'avais aimée et en qui j'avais eu confiance pendant 25 ans, la dure réalité du mensonge et de la tromperie m'a frappé. Ce fut un coup imprévu qui m'a laissé sans voix et incertain. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si elle m'avait vraiment trompé et, si oui, pourquoi. Il ne semblait pas y avoir de raison logique à sa trahison, que ce soit au travail, avec des amis ou ailleurs. J'ai dû rester silencieux pendant un moment car la voix inquiète d'Emily a finalement interrompu, me demandant si j'étais encore là. Je suis revenu à la réalité et j'ai murmuré, « Oui, désolé, nous avons atterri et je dois y aller. » Le cœur lourd, j'ai brusquement terminé l'appel. Le téléphone a sonné à nouveau, mais je l'ai éteint, aspirant à la solitude pour traiter mes pensées tourbillonnantes. Assis sur le canapé, entouré de silence et de vide, un engourdissement m'a envahi. La question me hantait, pourquoi Emily m'a-t-elle trompé? Peut-être y avait-il une explication raisonnable au mensonge. Peut-être était-elle en train de planifier une surprise. Je me suis souvenu de comment, il y a 5 ans, elle avait orchestré une série de tromperies pour notre 20e anniversaire de mariage. Elle avait secrètement organisé une croisière de 2 semaines et impliqué son patron et ses parents, tissant un réseau complexe de mensonges. Ces souvenirs sont revenus à mon esprit, augmentant ma confusion. Au milieu de ma confusion, une pensée persistante s'est insinuée, que j'ai rejetée avec véhémence, nous ne serions pas dans cette situation, c'était tout simplement impensable. Mais voilà, je devais faire face à la possibilité.
Me rendant compte que ma fille Grace pourrait savoir quelque chose sur toute surprise ou plan qu'Emily avait, j'ai rapidement composé son numéro mémorisé. La voix de ma fille bien-aimée m'a salué au téléphone et m'a demandé comment j'allais. Je lui ai demandé de ses nouvelles et elle m'a répondu qu'elle venait de terminer ses devoirs et qu'elle regardait la télévision. Sentant l'importance du moment, j'ai demandé avec prudence si elle avait parlé à sa mère récemment et si Emily avait mentionné quelque chose d'inhabituel. Grace a dit qu'elles avaient eu le rappel téléphonique hebdomadaire habituel le dimanche, ce qui m'a donné un soupçon d'espoir. Ensuite, j'ai demandé si elle savait quelque chose à propos d'une surprise qu'Emily pourrait être en train de planifier. J'ai insisté auprès de Grace que je ne voulais pas connaître les détails de la surprise, seulement si Emily planifiait quelque chose. Ma voix avait une note d'enthousiasme alors que j'attendais sa réponse. La réponse de Grace, cependant, a brisé mes espoirs. Elle a mentionné qu'elle ne savait rien à ce sujet et a demandé ce qui se passait, clairement inconsciente de mon anxiété. Cherchant une explication plausible, je lui ai dit qu'Emily avait agi de manière un peu étrange ces derniers temps et que je me demandais si elle cachait une agréable surprise, peut-être pour mes 50 ans. Grace a rapidement rejeté l'idée, me rappelant que nous avions déjà célébré mon anniversaire le mois dernier. Me rendant compte que je n'obtiendrais aucune réponse d'elle, j'ai accepté la réalité et j'ai souhaité bonne nuit à ma fille. Sa réponse abattue a clairement indiqué que la surprise que j'attendais ne se matérialiserait pas. Mais la question persistait, pourquoi Emily me tromperait-elle? Plusieurs explications tourbillonnaient dans mon esprit. Peut-être était-ce lié à une promotion prochaine qui semblait plausible, même si je ne comprenais pas pourquoi elle mentirait à ce sujet. Peut-être luttait-elle encore pour obtenir cette promotion insaisissable. Dernièrement, elle était restée tard au travail plusieurs fois en raison de son dévouement. Cependant, au fond, je savais qu'Emily réalisait qu'aucune promotion ne valait le temps que nous perdions ensemble. Je savais qu'elle voulait que je réduise mes heures de travail afin que nous puissions passer plus de temps ensemble, une demande qu'elle comprenait bien. Ironiquement, je me suis souvenu d'une décision importante que j'avais prise quelques mois avant notre 20e anniversaire. J'avais refusé une promotion il y a près de 5 ans. J'avais accepté avec enthousiasme une offre d'emploi pour devenir vice-président des finances dans mon entreprise. Ce poste exigeait de fréquents déplacements au siège de l'entreprise à New York pour des réunions du conseil d'administration et des visites dans diverses usines à travers le pays. Au début, j'étais ravi de l'offre d'emploi, mais Emily a rapidement exprimé ses doutes, me faisant reconsidérer ma décision. L'histoire d'avertissement d'un collègue qui avait vécu un divorce seulement 2 ans après avoir accepté un poste similaire ne pouvait être ignorée. Bien qu'il ait obtenu le succès financier, ce fut au prix de la solitude et de la souffrance. Compte tenu de nos circonstances et du fait que nos enfants avaient encore besoin d'orientation et de soutien pendant leurs années restantes à l'école, Emily, de manière compréhensible, ne voulait pas assumer cette responsabilité seule. Pendant toute la semaine, nous avons eu des discussions intenses sur les conséquences possibles de l'acceptation de la promotion. Progressivement, il est devenu évident que j'étais sur le point de perdre de vue ce qui comptait vraiment dans ma vie, ma femme et mes enfants. Retrouvant ma clarté, j'ai pris la décision sincère de refuser la promotion, reconnaissant que mon engagement envers ma famille était prioritaire sur le succès matériel. Les derniers mois avaient été difficiles, car Emily avait beaucoup fait pression pour obtenir sa promotion. Cela a ravivé les doutes sur ma propre croissance professionnelle. Nos enfants étant maintenant à l'université, nous n'étions plus que nous deux. Bien qu'Emily pensait que sa promotion était réalisable avec un impact minimal sur nos vies, comme plus de voyages d'affaires, je m'inquiétais du grand nombre d'heures supplémentaires qu'elle devrait consacrer. Ne la voir qu'1 ou 2 heures par jour en semaine me laissait insatisfait. Les brefs moments passés ensemble n'apportaient pas de satisfaction, et le manque de temps de qualité ensemble pesait sur mon cœur. Emily s'est de plus en plus absorbée dans son travail, passant les samedis et même les dimanches au bureau. Lorsqu'elle rentrait à la maison, elle était tellement épuisée qu'elle n'avait plus d'énergie pour rien d'autre. Il était passé un certain temps, presque impossible à se souvenir, depuis la dernière fois que nous avions partagé des moments d'intimité. Les détails spécifiques se sont estompés dans un brouillard déprimant. Reconnaissant que l'âge jouait un rôle dans notre lien physique décroissant, il était difficile d'ignorer la triste absence d'intimité que nous avions autrefois partagée. Il est possible que sa tromperie lors de notre appel téléphonique ait été une tentative pour éviter de parler de mes inquiétudes et de se cacher derrière ses engagements professionnels. Cependant, il est juste d'admettre que moi aussi, je voyageais souvent pour affaires et que je devais faire des heures supplémentaires de temps en temps. Il y avait un moyen simple de découvrir la vérité. J'ai décidé d'appeler la ligne directe d'Emily à l'agence de publicité pour confirmer les choses. À ma surprise, son collègue Marc a répondu au téléphone.
Alarmé, je me suis rapidement repris, espérant entendre la voix d'Émilie. Je l'ai salué en utilisant mon surnom, et sa réponse m'a pris par surprise. Il a mentionné que je devrais profiter de vacances avec Émilie. Choqué et confus par son commentaire, il était clair que quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, je me suis retrouvé pris dans un réseau de surprises. J'ai interrogé Marc sur les supposées vacances. Ensuite, j'ai rapidement retrouvé mon calme, je me suis excusé auprès de Marc pour l'interruption et j'ai inventé une excuse, prétendant avoir composé son numéro par erreur. Il m'a rassuré sans aucune inquiétude, mentionnant qu'Émilie lui devait un déjeuner pour avoir couvert son quart de travail et les heures de travail tardives. Il a exprimé sa frustration, disant qu'il était 21 h et qu'il était toujours au travail. Sur ce, il a terminé la conversation et a raccroché. Progressivement, la vérité m'a été révélée, Émilie n'était pas au travail. En fait, elle était absente de son lieu de travail. Selon Marc, elle avait pris des vacances jusqu'à la fin de la semaine. La panique a commencé à s'emparer de mon esprit lorsque la peur m'a envahi. Où était Émilie? Que pouvait-elle être en train de faire? Une pensée indésirable a envahi mon esprit, non, cela ne pouvait pas être vrai. Je me suis toujours efforcé de voir le meilleur chez les gens, en maintenant une perspective positive et en valorisant la bonté inhérente à chacun. Mais maintenant, contre ma volonté, j'ai commencé à envisager le pire des cas. Cela pouvait-il vraiment arriver? Émilie pouvait-elle me trahir ainsi? La pensée qu'elle soit avec sa sœur Karen m'est passée involontairement par l'esprit. Avec le temps, nous nous étions éloignés de Karen et de son ex-mari, David. Autrefois, nous étions incroyablement unis, liés par des amitiés fortes qui semblaient inébranlables. Alors que nos vies s'entremêlaient dans une belle tapisserie d'expériences partagées, nous passions les soirées ensemble, nous nous aidions mutuellement, nous prenions soin de nos enfants, nous organisions de nombreuses réunions de famille et nous partions même en vacances ensemble. Mais tout a changé un jour fatidique où je suis rentré à la maison avec un mal de tête lancinant. Cherchant à soulager mon mal de tête lancinant, j'ai pris un couple de Tylenol et je me suis allongé sur le canapé. Environ une demi-heure plus tard, Émilie et Karen sont revenus de leur virée shopping, leur rire et leur conversation emplissaient la pièce. Elles ne se sont pas rendues compte que j'étais allongé là, essayant de me reposer. Soudain, la voix de Karen s'est fait entendre au milieu du bruit, demandant à Émilie si elle avait remarqué le nouveau chef de produit du supermarché. Mon cœur a commencé à s'accélérer alors que je m'efforçais d'entendre la réponse d'Émilie. Elle a admis sans gêne qu'elle le trouvait attirant et qu'il lui avait souri. Puis, avec une pointe de malice, Karen a commenté que ce serait encore mieux s'il souriait après leur rencontre sur le siège arrière de sa voiture la veille. À ma totale surprise, ma femme a répondu avec désapprobation, avertissant Karen qu'elle pourrait être découverte et risquer de perdre son mari. Karen, cependant, a haussé les épaules face à l'inquiétude, assurant à Émilie qu'elle faisait toujours attention. Sur ce, elles sont sorties de la pièce, me laissant dans un état de confusion. En tant que quelqu'un qui valorise l'honnêteté et l'intégrité, j'ai été dévasté par ce que je venais d'entendre. Je ne savais pas quoi faire et je me sentais complètement perdu. Une chose était claire, David devait savoir la vérité. Entendre parler de l'infidélité de Karen lui briserait sans aucun doute le cœur, et cette pensée me pesait beaucoup. Je savais que David chasserait probablement Karen de la maison lorsqu'il apprendrait sa trahison. La responsabilité de causer potentiellement l'effondrement de son mariage était un lourd fardeau. Voulais-je vraiment être celui qui annoncerait une nouvelle aussi capitale? Avant que je puisse prendre une décision finale, Émilie est rentrée à la maison avec nos enfants. Reconnaissant le fait qu'elle désapprouvait les actions de sa sœur, j'ai décidé de reporter ma décision jusqu'à ce que je puisse en discuter plus en détail avec elle. Ce soir-là, alors que nous nous préparions à aller au lit, j'ai abordé le sujet, cherchant ses conseils. Je lui ai expliqué la situation avec prudence, partageant la nouvelle de la découverte de l'infidélité au sein de notre cercle. Son expression était initialement de surprise et d'incertitude. Lorsque j'ai demandé ce que je devais faire et s'il était approprié de confronter l'infidèle avec colère, Émilie a pris un moment pour considérer la situation attentivement. Elle a commencé lentement, suggérant que cela pouvait dépendre des détails et que plusieurs facteurs devaient être pris en considération. J'ai cherché plus de clarté en présentant des scénarios hypothétiques, en interrogeant sur notre ami David et si nous devions l'ignorer s'il avait été infidèle et avait ramené une femme dans un bar. Je voulais connaître son point de vue. Le poids de la situation planait dans l'air alors qu'elle réfléchissait aux actions possibles. Soudain, Émilie s'est assise sur le lit, agrippant son téléphone avec force, son visage était un mélange de détermination et de colère.
Elle était prête à appeler Karen et à la confronter pour sa trahison. Instinctivement, je lui ai doucement retiré le téléphone et j'ai dit à Émilie que je m'occuperais de la situation. Émilie m'a regardé avec doute et inquiétude, me demandant ce qui se passait. J'ai répondu avec confiance, l'assurant que j'étais sûr de ma décision et en attendant que Karen fasse face aux conséquences de ses actes. Émilie, paraissant déterminée, a affirmé que nous ne laisserions pas David rester avec nous s'il décidait de renvoyer Karen. Elle a fermement déclaré qu'il pouvait trouver sa propre place et qu'elle n'hébergerait pas un infidèle dans notre maison. Avec un sentiment de détermination, j'ai appelé David. Il a répondu, la voix pleine de chaleur alors qu'il me saluait, son beau-frère préféré. J'ai commencé par un soupir lourd, essayant de trouver les mots justes. Après avoir pris une profonde inspiration, j'ai poursuivi avec prudence, l'avertissant que j'avais entendu quelque chose d'inquiétant et que j'avais des nouvelles dévastatrices à partager. Je lui ai dit que Karen n'avait pas été fidèle et qu'elle l'avait trompé juste la veille. Il y a eu une longue pause au téléphone pendant que David assimilait la révélation choquante. Lorsqu'il a finalement parlé, sa voix était à peine audible, pleine d'incrédulité. Il a demandé si j'étais absolument sûr que c'était bien sa Karen. Je lui ai confirmé que je l'avais entendu directement de sa bouche, le décrivant comme une vantardise sans aucun signe de remords. Offrant mes condoléances, je lui ai assuré notre soutien et je lui ai dit que nous étions là pour lui et pour les enfants. David m'a remercié et a raccroché, me laissant ressentir le poids de la situation. Émilie m'a regardé, les yeux emplis de tristesse et de larmes. Elle a murmuré qu'elle était fière de moi et m'a demandé un câlin. Me sentant perdu et effrayé, je l'ai prise dans mes bras, offrant le réconfort que j'ai pu face à tant d'incertitudes. Après un moment de calme, j'ai suggéré qu'il pourrait envisager de consulter un thérapeute pour les aider à naviguer dans la situation. Émilie, fatiguée et hésitante, a murmuré qu'elle n'était pas sûre que la thérapie changerait quelque chose, mentionnant qu'une fois que quelqu'un s'est égaré, il a tendance à recommencer. J'ai acquiescé silencieusement. Au milieu de la nuit, le téléphone a sonné, me réveillant d'un sommeil agité. J'ai répondu, sonné et essayant de ne pas déranger Émilie. De l'autre côté se trouvait Karen, la voix furieuse et exigeant de savoir ce que j'avais dit à David. J'ai répondu calmement, lui disant que j'avais dit la vérité à David et en soulignant l'importance de l'honnêteté. Alors qu'Émilie observait avec inquiétude, la voix de Karen est devenue plus en colère, m'accusant de trahison. J'ai répondu fermement que parfois la vérité sort au grand jour de manière inattendue et que les infidèles devraient faire face aux conséquences de leurs actes. Les sanglots de Karen ont résonné au téléphone alors qu'elle confessait que David l'avait mise dehors. J'ai réitéré que c'était une conséquence qu'elle méritait. Désespérément, elle m'a supplié de lui donner des conseils, me demandant si elle pouvait rester chez nous. À contre-cœur, je lui ai dit que nous ne pouvions pas offrir un refuge à quelqu'un qui avait trahi son conjoint et qu'elle devrait se débrouiller seule. Elle a semblé stupéfaite par ma réponse, ses supplications sont devenues plus frénétiques. Je me suis tourné vers Émilie pour obtenir du soutien, lui demandant quoi dire à Karen. Émilie s'est penchée vers le téléphone et a déclaré fermement qu'elle ne voulait pas d'une infidèle dans sa maison et a dit à Karen de chercher un autre endroit où séjourner. J'ai ensuite transmis un message final en notre nom, Karen n'était plus la bienvenue dans nos vies et devait se tenir à l'écart. Nous ne voulions pas qu'elle nous rende visite ni nous appelle. Émilie s'est blottie plus près de moi et nous avons cherché du réconfort dans les bras l'un de l'autre. Elle a murmuré qu'elle était fière de la façon dont j'avais géré la situation et nous nous sommes endormis paisiblement. Le lendemain matin, cependant, a apporté une confrontation inattendue. Le père d'Émilie a appelé, la voix pleine de rage, exigeant de savoir pourquoi nous avions tourné le dos à Karen. Émilie, émue et en larmes après l'appel, m'a regardé pour obtenir du réconfort. Je lui ai rappelé que nous avions pris cette décision ensemble après beaucoup de discussions et qu'il était nécessaire de mettre fin à notre association avec quelqu'un qui avait causé autant de douleur. J'ai précisé que j'avais seulement mentionné un scénario hypothétique concernant David et que je n'avais pas suggéré qu'il avait réellement trompé Karen. J'ai posé une question provocatrice, demandant en quoi la possible trahison de David différait de l'infidélité de Karen. Émilie a défendu sa sœur, affirmant que Karen était de la famille. J'ai exprimé ma déception, demandant s'il était acceptable d'excuser la tromperie simplement parce qu'elles étaient de la famille. Émilie est restée silencieuse un instant, incapable de justifier sa position. Il y a 3 ans, j'ai eu une conversation critique avec Émilie, précisant que je ne voulais pas de Karen près de nos enfants ni dans notre maison. Bien qu'Émilie ait rencontré sa sœur en secret à l'occasion, c'était un tabou tacite dans notre foyer et elle rendait visite à Karen secrètement pendant mon absence.
Avec le temps, David a réussi à aller de l'avant et à se préparer à se remarier, et mon ressentiment envers Karen s'est estompé. J'avais cessé de m'inquiéter de sa présence, trouvant du réconfort dans son absence. Reportant mon attention sur Emily, j'ai abordé le sujet avec douceur, sentant le besoin de régler l'affaire. Je soupçonnais qu'Emily pourrait se sentir coupable de m'avoir trompé, même si j'étais arrivé à un point où cela ne m'importait plus. Inattendument, je me suis retrouvé sur scène devant un vaste public lors d'une conférence. J'ai commencé mon discours, m'adressant à la foule et parlant de deux types de personnes, celles qui nient la réalité et celles qui y font face. Pendant mon discours, Dan Parker, le patron d'Emily, a agité la main avec force et a admis qu'il évitait ma femme. Jack Harper, assis derrière Dan, a également confessé qu'il évitait Emily. Un autre homme s'est joint avec un commentaire effronté, créant un moment de divertissement et de léger rire parmi le public. Soudain, je me suis réveillé sur le canapé, m'essuyant la bave du visage. Il était minuit. J'avais dû dormir pendant plus d'1 heure et je me demandais si Emily était rentrée à la maison pendant ma sieste, sans probablement se rendre compte de ma présence. Me précipitant vers la chambre, je suis entré mais je n'ai trouvé aucun signe d'elle. Il m'est venu à l'esprit qu'elle pourrait être avec sa sœur Karen. Envisageant de contacter Karen et de lui demander où se trouvait Emily, j'ai hésité, réalisant qu'obtenir l'adresse de Karen impliquerait d'agir dans le dos d'Emily. Me souvenant que j'avais besoin de récupérer les enfants de Karen à un endroit précis, je me demandais si j'avais encore son numéro de téléphone. Alors que je m'apprêtais à chercher dans ma liste de contacts, j'ai remarqué l'icône de l'application Find My Phone sur mon smartphone. Il y a 1 an, je l'avais installé sur nos 2 téléphones après avoir perdu le mien lors d'un voyage de New York à Cincinnati. Reconnaissant son potentiel, j'ai rapidement ouvert l'application. En quelques secondes, j'ai reçu des informations sur l'emplacement du téléphone d'Emily. Il indiquait Green Lake. J'étais perplexe, me demandant pourquoi elle serait là. Karen était confrontée à des difficultés financières, ce qui rendait peu probable qu'elle puisse se permettre une cabane à Green Lake. La situation devenait de plus en plus mystérieuse. Green Lake était connu pour ses résidences de luxe, avec des coûts très supérieurs à ceux de notre modeste maison. À l'aide de Google Earth, j'ai soigneusement pointé l'emplacement exact d'Emily. À ma surprise, elle se trouvait dans un domaine exclusif entouré d'un imposant mur de pierre. Cette révélation m'a laissé perplexe. Que pouvait faire Emily dans un domaine luxueux de millionnaires? La distance entre Green Lake et notre ville était d'1 heure de route, mais ma détermination à découvrir la vérité m'a poussé vers l'avant. Me rendant compte qu'une conversation directe avec Emily aboutirait probablement à de la malhonnêteté ou à de l'évitement, j'ai décidé que j'avais besoin de preuves irréfutables avant de la confronter. Envahi d'émotions intenses, je me suis rapidement rendu à Green Lake, me réprimandant de n'avoir pas envisagé auparavant la possibilité qu'Emily ait fait quelque chose de mal. Le remords me rongeait en réalisant que j'aurais dû vérifier le localisateur GPS de son téléphone dès le début au lieu de trouver des excuses à ses actions. L'incertitude a obscurci mes pensées en arrivant à Green Lake, incertain de mes intentions, mais nourrissant un léger espoir d'une explication simple. Anxieux, je me suis dirigé vers le domaine où se trouvait Emily. Un immense portail se dressait devant moi, empêchant l'accès direct. Je n'avais pas l'intention de conduire jusqu'à la maison et d'annoncer ma présence. Évaluant la situation, j'ai compris que le fait de me garer sur la route pourrait attirer une attention indésirable, conduisant éventuellement à des gardes de sécurité ou à des agents de l'ordre dans cette communauté exclusive. Conduisant un peu plus loin, je suis tombé sur un sentier étroit et j'ai décidé de me garer là. En sortant, j'ai ressenti une vague d'incertitude. Comment allais-je contourner l'imposant mur qui me séparait de la vérité? Il m'est alors venu à l'esprit, le domaine était bordé par le lac, ce qui signifiait que je pouvais m'approcher de ce côté. Avec une détermination renouvelée, j'ai commencé à me diriger vers le lac, prêt à découvrir toute vérité qui m'attendait. Je me suis dirigé vers le bord du lac, le cœur battant alors que je cherchais un moyen de pénétrer dans le domaine depuis cette direction. Découvrant un sentier étroit qui menait vers l'eau, j'ai avancé prudemment, ne sachant pas dans quelle grande cabane Emily pouvait se trouver. J'ai décidé de faire confiance à une autre vérification du localisateur GPS. Finalement, je suis arrivé à un manoir luxueux dont plusieurs fenêtres du 2e étage étaient encore éclairées, bien que le rez-de-chaussée était faiblement éclairé. Une seule rideau restait légèrement ouverte, projetant une douce lueur vers l'extérieur. Cherchant un meilleur point de vue, j'ai trouvé un arbre robuste et j'ai grimpé suffisamment haut pour regarder à l'intérieur. Mon regard s'est fixé sur un homme en robe de chambre en velours blanc, plus âgé et inconnu de moi,
qui a rapidement disparu de ma vue. Quelques instants plus tard, une femme est apparue et mes soupçons se sont confirmés, c'était Karen. Elle était debout avec une robe de chambre ouverte, buvant du champagne. Malgré tout, je ne pouvais nier qu'elle était toujours attirante pour son âge. Alors que j'observais, les pièces du puzzle ont commencé à s'emboîter. Émilie était en effet avec sa sœur, probablement attirée par un style de vie que je désapprouvais et que je ne voulais pas pour elle. Les implications d'un divorce et les tensions financières que cela pourrait entraîner semblaient expliquer les actions de Karen. Cependant, je ne pouvais m'empêcher de sentir qu'Émilie s'impliquait dans quelque chose de destructeur. Les événements se sont déroulés sous mes yeux et m'ont laissé le cœur brisé. L'homme que j'avais vu auparavant s'est approché de Karen, ses mains explorant son corps pendant qu'elle prenait sa coupe de champagne et la posait de côté. J'ai dû détourner le regard de cette démonstration flagrante, sentant que mes valeurs traditionnelles entraient en conflit avec ce que j'étais en train de voir. Ce n'était pas l'amour et l'intimité que j'appréciais. Cela semblait vide et dépourvu de toute véritable connexion. Au moment même où j'envisageais de descendre de l'arbre, j'ai vu Émilie. Elle était assise sur un canapé éloigné, arborant un sourire niais et ivre. Sa robe de chambre était ouverte, révélant une image qui a scellé le destin de notre mariage. Submergé par le choc, j'ai fait un pas en arrière et j'ai perdu l'équilibre, tombant de l'arbre. Les branches ont amorti ma chute et j'ai eu la chance de m'en sortir avec seulement de légères blessures. Sonné, je me suis relevé, sentant le poids de ce que j'avais vu. La douleur que je ressentais n'était pas due à la chute physique, mais à la dévastation émotionnelle de perdre quelqu'un que j'aimais. Alors que je boitais vers ma voiture, j'ai brièvement envisagé de faire irruption dans le manoir pour les confronter, mais j'ai rapidement rejeté l'idée. Les conséquences possibles, des années de prison pour effraction et agression, ont clairement indiqué que ce n'était pas la réponse. Seul avec mes pensées, une tempête d'émotions rugissait en moi. Je ne pouvais plus nier la dure vérité. La tristesse et la colère étaient accablantes, mais je savais que je ne pouvais pas laisser la colère me consumer. Aussi trahi que je me sois senti, je n'aurais jamais recours à la violence physique contre Émilie. Alors que j'examinais mes options, je me suis rendu compte que la plus simple était de rentrer chez moi, de faire mes valises et de partir. Si nous vivions dans un état de divorce sans faute, avions des revenus séparés et n'avions pas d'enfants à charge, le processus serait probablement simple. Nous partagerions nos biens et nous séparerions. Cependant, une partie de moi aspirait à la justice et à une forme de vengeance. Une idée audacieuse s'est emparée de moi. J'ai décidé de saisir le moment et de voir comment les choses allaient se dérouler. Agrippant mon téléphone avec force, j'ai composé le numéro d'Émilie, anticipant qu'elle pourrait ne pas répondre et que je serais dirigé vers sa messagerie vocale. J'espérais qu'elle la consulterait immédiatement. « Bonjour, ma chérie », ai-je commencé, projetant ma voix sur le répondeur automatique. « Comme tu n'as pas répondu au téléphone de la maison, je t'appelle sur ton portable. Je voulais te prévenir de ne pas t'alarmer lorsque tu entendras mes clés dans la porte dans quelques minutes. » Je lui ai expliqué le chaos de mon vol retardé par une tempête de neige et les horaires d'arrivée incertains. Je lui ai dit que notre vol avait été détourné, mais que nous étions finalement de retour. Il ne pouvait pas préciser notre heure exacte d'atterrissage, mais j'ai estimé que je serais à la maison dans environ 30 minutes. Je lui ai dit au revoir et j'ai raccroché, sachant qu'Émilie recevrait une notification d'un nouveau message vocal. La curiosité et l'anxiété la rongeraient sans aucun doute, laisser un message à cette heure-là était inhabituel, ce qui augmentait la tension. Je l'ai imaginé prendre le téléphone, consultant anxieusement sa messagerie vocale. Je priais silencieusement pour qu'elle soit trop ivre pour remarquer l'impossibilité d'utiliser un téléphone portable pendant le vol. La panique devait s'emparer d'elle lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle pouvait être prise au piège de son réseau trompeur. Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées. J'ai répondu rapidement, réalisant qu'elle pouvait essayer de calculer mon heure d'arrivée. J'ai commencé la conversation sur un ton fatigué, m'excusant de l'avoir potentiellement réveillée. Elle a répondu, m'assurant que tout allait bien, et m'a informé qu'elle était sur le chemin du retour, espérant arriver dans environ 1 heure. J'ai reconnu sa réponse et elle a rapidement terminé l'appel. J'ai bientôt vu sa voiture sortir des portes du domaine et accélérer sur la route. Mon cœur a fait un bond alors que j'observais sa conduite imprudente, frôlant presque le fossé. Il est devenu évident qu'elle était beaucoup plus ivre que je ne le pensais initialement. Bien que je ressentais de la colère et de la frustration, j'ai également ressenti une profonde tristesse pour ce que notre relation était devenue. En voyant la conduite imprudente d'Émilie, j'ai été surpris de constater qu'elle mettait en danger non seulement sa vie, mais aussi celle de tous les autres sur la route.
Malgré ma colère, l'idée que sa vie soit en danger, surtout en tant que mère de mes enfants, était insupportable. Déterminé à garantir sa sécurité, j'ai décidé de la suivre, prêt à intervenir si nécessaire. Rapidement, j'ai appelé les services d'urgence pour signaler une conductrice en état d'ivresse. J'ai décrit son comportement erratique, les collisions proches et les déviations imprudentes, en fournissant des détails sur sa voiture, y compris sa marque, son modèle et les 4 derniers chiffres de la plaque d'immatriculation. J'ai insisté sur l'urgence d'arrêter la voiture avant qu'elle ne cause des dommages. L'opérateur m'a assuré qu'une voiture de patrouille était en route. Gardant une distance de sécurité, j'ai continué à suivre Émilie, naviguant prudemment dans la circulation. 2 sorties plus loin, j'ai vu une voiture de patrouille s'approcher. Lorsque la voiture d'Émilie est apparue en vue, la voiture de patrouille a accéléré, sirène hurlante, lui signalant de s'arrêter. J'ai roulé à côté d'eux, ressentant un mélange de soulagement et de profonde tristesse. 45 minutes plus tard, je suis arrivé à la maison, le poids des événements de la nuit pesant lourd sur moi. L'ironie et la tragédie de la nuit m'ont frappé de plein fouet. En une seule nuit, quelqu'un que j'avais profondément aimé avait réduit sa vie à une série de conséquences malheureuses. L'idée que les actions d'Émilie aient pu entraîner un accident fatal, une douleur inimaginable pour nos enfants, a été une leçon. Cette constatation m'a fait faire une pause et réfléchir, permettant à mes peurs et à mes émotions de remonter à la surface. La fragilité et le caractère précieux de la vie ne s'étaient jamais sentis aussi réels. Mon amour pour Émilie n'était plus la force directrice de mes décisions. Ce n'est pas que j'avais cessé de l'aimer, mais je ne pouvais plus voir d'avenir pour nous ensemble. J'avais besoin de temps pour ordonner mes pensées, alors j'ai éteint le téléphone de la maison et mis mon portable en mode silencieux. Alors que je réfléchissais à la nuit, je me suis rendu compte que l'explication la plus simple à la tromperie d'Émilie avait été devant moi tout le temps. Déçu de moi-même de ne pas l'avoir vue plus tôt, j'ai ouvert une bouteille de vin et j'ai contemplé mes prochaines étapes. Pendant des années, j'avais cru que mon amour pour Émilie vieillirait comme un bon vin, devenant plus riche et plus profond avec le temps. Confronté à la dure réalité de notre relation tendue, je suis maintenant confronté à la question difficile de ce que je dois faire ensuite. En sirotant le vin, je cherche la clarté au milieu du tourbillon d'émotions. L'amour qui était autrefois la base de notre vie ensemble semblait maintenant s'être transformé en vinaigre, me laissant dans une douleur lancinante. Sa trahison a profondément blessé, mais ce n'était pas seulement l'acte en lui-même qui faisait mal. C'était de réaliser que l'amour que nous avions partagé pendant 26 ans, dont 25 ans en tant que mari et femme, s'était fané. Sans elle, je me sentais perdu, comme une âme à la dérive, dépourvue de but et d'identité. Pouvais-je continuer sans cet amour? La douleur s'est intensifiée et j'ai brièvement envisagé de chercher du réconfort dans les profondeurs sous un pont, un endroit où je pourrais échapper à ma souffrance. Commencer une nouvelle vie semblait un défi insurmontable, plein d'incertitudes. Comment planifiez-vous votre avenir lorsque la personne qui a été votre tout est partie soudainement? J'étais perdu, incertain de par où commencer. Prendre des décisions sans consulter Émilie semblait impossible. La famille avait toujours été ma priorité. Chaque choix que j'ai fait a été soigneusement considéré pour le bien-être et le bonheur de ma femme et de mes enfants. Notre vie sociale tournait autour de notre famille, et je ne fréquentais que rarement des collègues en dehors des événements professionnels obligatoires. Au cours de la dernière décennie, je me suis souvenu occasionnellement des moments où nous fréquentions des collègues. Maintenant, avec les enfants partis, il ne restait qu'Émilie et moi, et maintenant je me retrouvais seul, plongé dans la tristesse. Je n'avais personne à aimer, personne sur qui m'appuyer. Pour la première fois de ma vie, la solitude est devenue ma compagne non désirée. Pourquoi a-t-elle choisi ce chemin? Pourquoi recourir à la tromperie alors qu'un divorce simple, quoique douloureux, aurait été plus respectueux des années et des moments heureux que nous avons partagés? Quand a-t-elle cessé de m'aimer? S'est-elle contentée de supporter notre relation jusqu'à ce que nos enfants aient grandi et soient partis? Quand ses soins et son attention se sont-ils estompés? Lorsque nos enfants ont pris leur propre chemin, je l'ai vu comme une occasion d'investir davantage dans Émilie et dans notre relation. Je ne me suis pas rendu compte qu'elle le voyait comme la fin de notre chemin commun. J'ai observé comment un étranger est devenu une présence constante dans sa vie, suggérant un niveau de confort, ou peut-être de tromperie, qui s'était infiltré dans nos vies. Émilie et son amant, me laissant isolé et sans amour, ont clairement indiqué que nous n'étions plus un couple. Au milieu du désespoir, ma douleur s'est transformée en une connexion à la vie. Elle a servi de douloureux rappel de ce que j'avais perdu, les meilleurs moments que nous avons partagés et, surtout, la présence de nos enfants.
Dans ce moment sombre, mes enfants sont devenus mes sauveurs, projetant un rayon d'espoir sur moi. Mon estime de soi s'était effondrée et je manquais de force pour sortir de l'abîme. Le simple fait de penser à Ben et Grace m'a donné une faible étincelle d'autoconservation. Bientôt, Ben et Grace formeraient leur propre famille, et pour me protéger de la vague de douleur imminente, je me suis rendu compte que j'avais besoin de prendre de la distance avec tout cela. Ce ne fut pas une tâche facile et elle fut remplie de douleur. J'ai compris que je porterais toujours avec moi le souvenir d'Emily et de la façon dont je l'aimais, mais je me souviendrai aussi de sa trahison. J'avais besoin de sortir de cette situation. En continuant à boire, j'ai réfléchi à l'avenir. Malgré la douleur, je savais que je devais aller de l'avant, même si le chemin n'était pas clair. L'amour qui m'avait autrefois défini était parti, mais j'avais encore mes enfants et une vie à reconstruire. J'ai décidé de trouver un chemin à travers l'obscurité, m'accrochant à l'espoir qu'avec le temps, je guérirais et trouverais un nouveau but. Je m'étais toujours contenté d'une vie simple. Ma famille n'était pas riche, mais nous avions quelque chose de beaucoup plus précieux, un profond affection. Les biens matériels qui m'entouraient maintenant semblaient insignifiants en comparaison. Alors que je contemplais tout ce que je possédais, je me suis rendu compte que seuls quelques objets, une tenue de rechange, ma voiture et mon ordinateur portable, valaient la peine d'être emportés avec moi. Plus j'y pensais, plus mon chemin devenait clair. J'ai décidé de faire mes valises et de disparaître sans laisser de traces. Je ne pouvais plus faire face à la femme qui avait autrefois été mon tout, car chaque rencontre ne ferait que me rappeler ma perte et la douleur constante en moi. Avec un sentiment renouvelé de but, je me suis levé et j'ai commencé à agir avec décision. J'ai rapidement fait mes valises, une tâche qui n'a pris que 30 minutes. Bientôt, je chargeais mes affaires dans la voiture. Lorsque j'ai terminé, il était juste avant 6 heures du matin. Épuisé mais déterminé, j'ai décidé de faire une courte sieste, sûr qu'Emily serait encore en train de se désintoxiquer jusqu'à l'après-midi. Lorsque j'ai fermé les yeux, mes pensées se sont remplies de l'idée de recommencer. Le réveil de mon téléphone m'a réveillé à 9 heures. Sans hésitation, j'ai programmé un rendez-vous urgent avec un avocat. Après cela, je me suis douché longuement, espérant laver les restes de mon passé. Le cœur lourd, j'ai enlevé mon alliance et l'ai solennellement placée sur la table à côté du téléphone. Cet acte final a marqué le début d'un nouveau chapitre de ma vie, un chapitre où je cherchais la liberté personnelle et le bonheur. J'ai décidé d'écrire une lettre à Emily, exprimant ma déception et ma tristesse. Bien que nos conversations soient devenues inutiles, j'ai ressenti le besoin de transmettre mes émotions. Emily, cela me brise le cœur de reconnaître que tu as choisi une voie de promiscuité imprudente et de solitude, très semblable à celle de ta sœur. Au moment où tu liras ceci, je me serai complètement éloigné de ta vie. La profondeur de ta trahison m'a laissé une douleur inimaginable. Malgré tout, je suis reconnaissant pour les 25 années de bonheur que nous avons autrefois partagées et pour nos 2 merveilleux enfants. Dans ces adieux, je serai bref. Que tu retournes rapidement à ta nouvelle vie, laissant derrière toi notre famille brisée. J'aspirais à la justice que tu n'as pas pu fournir. Tes actions t'ont-elles procuré une quelconque satisfaction? L'homme avec qui tu étais, à en juger par son manoir, était riche. Je ne souhaite plus te voir ni te parler. Il ne nous reste rien à nous dire. Nos avocats s'occuperont de tout, et je te prie de signer rapidement les papiers du divorce. La raison de notre séparation n'a pas d'importance. À 10 heures, j'étais à la banque, réglant notre dette partagée de cartes de crédit et fermant les comptes. J'ai retiré toutes nos économies et nos valeurs mobilières, en veillant à ce qu'il y ait des fonds suffisants sur le compte courant pour couvrir l'hypothèque et les factures de services publics des 2 prochains mois. Prenant plus de mesures vers l'indépendance, j'ai retiré mon nom du compte conjoint. En sortant de la banque, je tenais un chèque substantiel d'une valeur approximative de 300 000 $. Avant midi, je suis arrivé au travail, surprenant mon patron, qui s'attendait à ce que je sois au Colorado. Lorsque j'ai partagé la nouvelle de ma démission immédiate et de ma relocalisation, sa surprise a grandi. Notre relation avait évolué d'une dynamique typique employeur-employé à une dynamique de respect et de compréhension mutuelle. Mon patron avait conservé son poste parce que j'avais refusé une promotion. Se sentant redevable envers moi lors de son divorce il y a 2 ans, je lui ai expliqué que ma décision était influencée par sa situation. Depuis lors, notre relation était devenue plus une société. Il a compris mon désir de démissionner et l'a accepté. Au lieu de passer par les ressources humaines et de gérer mon plan 401K, il m'a offert une opportunité dans sa nouvelle division au Texas.
Bien que le salaire serait plus bas, les options de logement abordables me permettraient de repartir de zéro. Nous avons scellé notre accord par une poignée de main et il a convenu de diffuser la nouvelle que je suis parti volontairement. Ensuite, j'ai rencontré mon avocat pour lui expliquer ma décision de me séparer d'Émilie. Je lui ai indiqué de lui remettre les papiers du divorce et de lui donner un pouvoir pour vendre la maison, qui représentait la moitié de nos biens. Mon avocat, qui était également un ami proche de la famille, a essayé de me persuader d'envisager des options alternatives, mais il s'est vite rendu compte de l'importance des changements que je faisais. Pour minuit, je prévoyais d'être dans une autre ville, dans un autre état, et sans épouse. Dans l'après-midi, la fatigue m'a submergé. J'ai cherché un endroit pour me reposer et j'ai trouvé un motel démodé. Vers 20 heures, sentant le poids des événements de la journée, je me suis enregistré, espérant quelques heures de sommeil ininterrompu. Alors que j'étais allongé dans le lit, j'ai réfléchi à ma décision et à la nouvelle vie qui m'attendait. La douleur du passé était toujours là, mais j'espérais qu'avec le temps, elle s'estomperait et je trouverais le moyen de reconstruire et de guérir. Utilisant un téléphone jetable que j'avais acheté à cet effet, j'ai composé le numéro de Ben. Il a répondu rapidement et je l'ai informé que c'était mon nouveau numéro. Sa voix s'est immédiatement emplie d'inquiétude alors qu'il demandait s'il avait eu des nouvelles de maman. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai révélé la douloureuse vérité, j'avais découvert l'infidélité d'Émilie la veille. Ben était stupéfait, sa déception et son inquiétude étaient palpables à travers le téléphone. Il a demandé ce que j'avais l'intention de faire ensuite. Je lui ai expliqué que j'avais déjà pris des mesures, j'avais fait mes valises, vidé nos comptes bancaires conjoints, démissionné de mon travail et je me dirigeais vers le sud pour commencer un nouveau chapitre. Je lui ai assuré qu'Émilie recevrait les papiers du divorce d'ici la fin de la semaine. Ben, toujours en train de traiter la nouvelle, a demandé si Grace le savait. Je lui ai dit que je ne le lui avais pas encore dit, mais j'ai promis de le tenir au courant et de l'appeler régulièrement. Nous avons échangé des mots d'amour et de soutien, et je lui ai assuré que je prendrais soin de moi. Terminant l'appel avec Ben, je me suis préparé pour la conversation suivante et j'ai composé le numéro de Grace. La tristesse dans sa voix était déchirante alors qu'elle partageait les nouvelles dévastatrices concernant la trahison de sa mère. Elle aussi a eu du mal à comprendre comment Émilie pouvait infliger autant de douleur à notre famille, de manière similaire à ce que la tante Karen avait fait. Grace, toujours directe, a brisé le silence par une question douloureuse. « Papa, depuis combien de temps cela dure-t-il? Quand avons-nous cessé d'être assez pour elle ?» J'ai essayé de la consoler, en expliquant que la durée et les raisons n'avaient plus d'importance. Ce qui importait, c'est que j'avais profondément aimé Émilie et que j'avais eu une confiance totale en elle, et elle avait brisé cette confiance. J'ai assuré Grace que tout irait bien. J'ai admis que j'étais incroyablement triste, mais je croyais qu'avec le temps et la distance avec sa mère, je guérirais.